Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fric. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre de Fieldrong, youtubeur, streamer, surtout connu pour son tube. On aborde son arrivée sur Pokémon Trash, ce que ça fait d'être youtubeur, mais on revient aussi sur son voyage en vélo jusqu'au Japon. Au passage, merci pour les 10K, ça fait un gros plaisir. Moi, je vous laisse. Bonne écoute. Mon pseudo sur internet, c'est Fieldrong. J'ai une chaîne qui concentre majoritairement de la stratégie. Et vraiment, le but de cette chaîne, c'est de rendre la stratégie en France mainstream. Je veux que les gens qui aiment Pokémon puissent se dire bah, la stratégie, c'est cool, c'est simple. Et puis, si j'ai envie de devenir meilleur, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Le but, c'est que les gens se disent que si un mec un peu teubé comme Fieldrong a pu arriver à devenir un peu bon en stratégie, je suppose que je dois pouvoir le faire. Et j'essaye de donner des armes aux gens pour qu'ils deviennent un peu meilleurs. Tout en mettant un peu de dimension let's play et tout, parce que du coup ça attire en fait une nouvelle scène qui petit à petit va essayer de se mettre à la strat petit à petit. Voilà. Il vient d'où ton pseudo ? Fieldrong à la base c'est le nom de mon premier personnage sur World of Warcraft. C'était sur le compte d'un pote. J'avais créé un petit gnome mage niveau 5 à la fin de la première session. J'étais trop fier de moi, je me rappelle, vraiment hyper fier de moi. Et en fait, quand j'ai fini par créer mon compte sur World of Warcraft, je l'ai appelé Fieldrong en l'honneur de ce personnage. Et en fait, c'était mon login sur tous les sites de merde sur lesquels je m'inscrivais. Parce que si vous regardez bien, et ben Fieldrong, c'est hyper pratique à taper en fait. F-I-L-D-R-O-N-G. Donc du coup, c'est hyper pratique. Et en fait, mon pseudo, c'est pas Fieldrong. Mon pseudo à moi, c'est Ségrégation en fait. J'ai deux pseudos. J'ai Ségrégation sans les E, donc ça fait SGRGation. Et j'ai Flappy Flappo. Donc Ségrégation, c'était mon époque un peu dark, et Flappy Flappo, c'était un peu mon époque un peu rigolote. Mais du coup, maintenant, c'est devenu Fieldrong parce que c'était mon login sur Pokébip, en fait. Et c'est là-dessus que j'arrêtais pas de troller. Je me suis fait ban 8 fois du site. Parce que je cassais les couilles à tout le monde. Voilà. Comment t'es arrivé sur Pokémon Trash ? Comment je suis arrivé sur Pokémon Trash ? En fait, à la base, j'étais sur Pokébip parce qu'ils avaient le Pokédex et il y avait des fiches stratégiques sur la plupart des Pokémon et je trouvais ça intéressant. Surtout qu'à l'époque, je faisais pas de strat en fait. Donc moi, j'étais juste un noob et puis je regardais des vidéos des premiers youtubeurs Pokémon sur internet, genre Maryland notamment, ou alors Wild Chase ou ce genre de trucs, ou Shofu au tout début. Et du coup, je me suis retrouvé en fait sur Pokébip comme ça. Je commençais à poster. Et d'ailleurs, il y a encore mon post d'introduction, mon premier post sur la communauté Pokémon qui date de 2009, où je dis que je ferai jamais de stratégie parce que ça me casse les couilles de faire des EV en fait. Et petit à petit, je me suis mis à participer au forum et j'étais très troll à l'époque. Genre les trolls les pires, tu vois. Et je me suis fait ban genre 8-10 fois, c'est pour ça que j'ai beaucoup de tolérance pour les trolls, vu que j'étais pire que la plupart. Et en fait, je me suis fait ban, permaban, mon IP a fini par être ban, tout était ban. Et du coup, j'avais 10 comptes Fieldrong. Hein. J'avais Fieldrong, Fieldrong 2, Fieldrong 3, Fieldrong 4, Fieldrong le retour, Fieldrong la revanche, enfin je les avais tous. Et en fait, c'est un pote qui s'appelle Lizops qui m'a dit mec, tu t'es fait ban de Pokébip, viens sur ce forum, l'ambiance est plus adaptée à toi, ça va être cool. Du coup, je suis venu sur Pokémon Trash et sur le forum au début. Je suis devenu modérateur de la section stratégie vu que j'étais un des seuls à y poster. Une semaine après que je sois arrivé, c'est Laurent qui m'a contacté en mode hey, ça te dirait de devenir modérateur de la section stratégie. Et en fait, Laurent, je l'ai rencontré à des IRL, notamment les tournois IRL, donc je l'ai rencontré 2-3 fois. Et en fait, on parlait de temps en temps, parce qu'on a à peu près le même âge avec Laurent, avec Neoxys. Bon, il a 2 ans de plus que moi, mais c'est assez proche quand même. Et en fait, ça s'est vraiment fait de fil en aiguille, parce que je modérais sur son truc. Et en fait, je suis devenu pote avec des gens sur Pokémon Trash, notamment Jasper qui à un moment a fait les focus de stratégie et je l'aidais au niveau des... C'est moi qui faisais les sets en fait et lui il écrivait en mode un peu Pokémon Trash puis moi je faisais les sets et je lui disais comment on jouait ça et tout vu que j'étais modo de la section et quand Laurent a décidé de lancer vraiment Pokémon Trash il m'a dit de venir en fait.
Sachant qu'à l'époque, j'avais déjà fait une vidéo sur Pokémon Trash, c'était le tournoi que j'avais gagné en fin 2013 là, sur XY. Donc c'était ma première vidéo sur YouTube Pokémon. Mais ça s'est fait très naturellement, très petit à petit. Pourquoi tu t'es mis à la strat? Je suis un gros tryhard des jeux vidéo. C'est-à-dire que j'adore optimiser, j'adore le theory craft. C'est pour ça que je refuse encore aujourd'hui de faire beaucoup de jeux en live, parce que je sais que ça va être chiant. Genre moi je suis capable, si tu veux, sur certains de mes jeux préférés, je suis capable de refaire le même combat pendant 2 heures jusqu'à ce que je prenne 0 dégâts. Littéralement. Ça me fait plaisir d'optimiser. Et en fait le truc c'est que quand j'ai arrêté World of Warcraft à l'époque, donc en 2008, après 3 ans de gros tryhard, à faire que ça, de gros no-life et tout, je me suis dit, tiens, j'ai jamais fait platine sur Pokémon, je vais m'amuser à faire la 4G, parce que je l'avais jamais faite pour le coup. Et je l'ai faite, et je me rappelle très bien le trigger, c'est que mon Pingoléon voulait apprendre Bec-Vrille. Et moi, j'étais en mode, mais il est pas type vol. Est-ce que c'est bien Bec-Vrille sur Pingoléon? Et je suis allé chercher Pingoléon, est-ce qu'on joue avec est-ce que Bec-Vrille est bien? Et en fait, petit à petit, du coup, c'est comme ça que j'ai découvert les fiches stratégiques des Pokémon, en fait. Et j'ai vu que Pingoléon Bec-Vrille, c'était nul. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais à quoi ça ressemble un match de stratégie, quoi? À quoi ça ressemble un mec qui affronte un autre mec avec une équipe de niveau 100? Et je suis tombé sur une vidéo de Maryland, du coup, contre Dysfunction. Le match n'est plus en ligne d'ailleurs, j'aimerais tellement le retrouver, mais il a été supprimé de partout internet. Et du coup, j'ai trop kiffé ce match, et le mec est nul, hein. Mais j'étais en mode, putain, c'est le meilleur joueur de la Terre. Et voilà, du coup, je suis petit à petit, je m'y suis mis. Alors, j'ai découvert en fait qu'il y avait des simulateurs. Donc à l'époque, c'était Shoddy Battle pour moi, et voilà. J'ai fait une team avec Smogogo, Lunettes Choix, et comment il s'appelle, Musteboué, non, Musteflot, c'est ça? Ouais, Musteflot Bandeau Choix. J'étais en mode, ouais, il va taper trop fort, mais il tapait pas fort du tout. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de la stratégie? C'était très très niche jusqu'en 6G. La 5G, c'était encore vachement niche, il y avait très peu de joueurs. Faut bien comprendre qu'à l'époque, t'avais pas encore vraiment de matchmaking en ligne. Tu pouvais jouer en ligne, mais contre des gens que tu connaissais. En 5G aussi, il me semble, ça je suis moins sûr pour la 5G, donc faudrait double check. Par contre en 6G, ils ont commencé à mettre le battle spot et tout. Et puis surtout, t'as les réseaux sociaux qui commençaient à être bien développés et tout, donc tout ce qui est les événements et tout, les petites communes qui avant restaient entre eux sur les forums en fait, ont commencé à exploser, à se petit à petit à se diversifier. Et puis surtout, ce qui a énormément aidé, c'est YouTube. YouTube a complètement, on peut le dire, hein, faut pas faire de la fausse modestie, mais Pokémon Trash a fait énormément pour la stratégie, parce que c'est des vidéos qui ont été vues par plus qu'1 million de personnes, et puis les gens ils se sont dit putain mais en fait la stratégie existe, et il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas que ça existait. Et en fait ce qui est intéressant, c'est par exemple avec ma chaîne, on a percé le plafond de verre en fait de la stratégie, parce que à la base, quand moi j'ai commencé, le plus gros youtubeur stratégique français, c'était Azelma, qui était autour de 40 000 abonnés. Et maintenant, Pokémon Trash, c'est 700 000 abonnés. Bon, on fait pas énormément de strats, mais il y en a quand même. Et puis surtout, ma chaîne a plus de 150 000 abonnés, je crois. Donc du coup, c'est vraiment un plancher d'air. Il faut bien comprendre que le plus gros youtubeur purement stratégique, qui fait du contenu comme moi sur Internet, c'est PokéAim, qui a 15 000 abonnés de plus que moi. Donc en France, on a une énorme communauté stratégique grâce à ça, et je pense que Pokémon Trash y est pour beaucoup, parce qu'en fait, ça a permis de... En fait, les gens venaient pour voir des tops à la con, genre le Pokémon le plus laid, et puis derrière, ils se disaient, putain, mais là, il y a une vidéo, les talents les plus forts en stratégie. Tiens, je me demande ce que ça donne. Et putain, mais le mec qui fait ça, il a une chaîne YouTube. Ah, mais putain, mais sur sa chaîne YouTube, il y a des matchs commentés. Ah, mais il fait des lives, ce mec. Et en fait, la communauté a énormément augmenté. Il y a eu aussi, faut pas non plus jeter toutes les fleurs à Pokémon Trash, parce qu'il n'y a pas eu du tout que Pokémon Trash. Il y a eu aussi une action énorme de tous les forums à l'époque, mais ça s'est transvasé en fait sur YouTube.
Et puis, faut quand même pas oublier, il y a eu à l'époque Gaming Live, avec la TV Pokémon, qui a créé une sorte de cross-commu, où les gens venaient de Pokébip, de JVC, parce que JVC, il y avait aussi une communauté strat, de JVC, de Pokémon Trash, et de tout. Et puis petit à petit, en fait, les gens se sont répartis dans tous les sens. Ken Bogard a fait beaucoup sur la stratégie Pokémon, alors qu'il était très très mauvais en stratégie. C'est juste ce phénomène du stream et du YouTube qui a redistribué les cartes, qui a fait en sorte que maintenant c'est facile de trouver de la strat sur internet. Moi quand j'ai commencé la strat, des matchs commentés, il y en avait genre 4 sur internet quoi. Les guides aussi. Attends, désolé. Ça aussi, il y a eu des énormes tafs. Ça, c'est pas moi qui ai fait ça. Hein. Il y a eu des énormes tafs. D'ailleurs, je remercie, s'ils regardent, de tous les gens qui font les mini-sites sur Pokémon Trash, les blogs sur Pokébip, les guides stratégiques, les fiches stratégiques. C'est un taf énorme qui a été fait, en fait, et qui m'a permis à moi de faire des vidéos qui ont eu plus de reach, et puis surtout, qui a permis derrière de motiver tellement de gens, et c'est parmi ces gens-là qui aujourd'hui sont devenus des youtubeurs. Tous de la même génération, Volt, Sisa, Red et tout, c'est des gens qui ont commencé la strat environ au même moment, et c'est grâce à ces guides-là, donc c'est eux qui ont tout fait à la base. Comment s'est passée ton arrivée sur la chaîne Pokémon Trash ? L'origine du truc, c'est le tournoi de la Pokémon Party 6, qui est le plus gros tournoi IRL qui a jamais eu lieu sur du Smogon en France, encore aujourd'hui, parce que c'était vraiment la hype de XY, il y avait énormément de monde et tout. Il n'y a pas eu ça sur Soleil et Lune, c'est dommage d'ailleurs. Enfin, pas à ce point. Il y avait genre 250 participants, un truc comme ça, c'était assez monstrueux. Et j'ai gagné ce tournoi, et Laurent m'a dit, en fait, à la fin du tournoi... est-ce que tu voudrais tourner le truc ? Et je me rappelle, il avait enregistré, il avait enregistré le match, il me l'avait envoyé. J'avais commenté avec un micro de PlayStation 2 que Ivy, donc Pierre, qui est un très bon pote, m'avait prêté. Je lui avais renvoyé le truc, il avait synchronisé et il avait mis en intro, parce que j'avais une intro super longue, il avait cru bon de mettre une intro avec l'animé Pokémon, ce qui fait qu'on a eu des problèmes à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas trop grave. Et parce que du coup, c'était un extrait full cadre. Tu sais, les animés Pokémon sur Internet, ils sont toujours encadrés en tout petit pour pas se faire strike. Et ben là, du coup, ça a pas coupé. Hein. Et en fait, bon, après, il s'est pas passé grand-chose. Et en fait, quelques mois après, il m'a proposé, il m'a dit bon, j'en ai marre que cette chaîne ait 8000 abonnés. Est-ce que ça te dit d'essayer de faire un truc ? Et il m'a invité dans le Meowth Record, ça s'appelait à l'époque, qui avait pour but de faire des vidéos sur Pokémon Trash, qui était finalement l'origine de Trash en fait, ce qui est Trash aujourd'hui, dont je suis le dernier survivant. Tu peux nous parler de tes débuts en tant que vidéaste ? Ouais, alors c'est un peu flou. Je me rappelle à l'époque, j'avais commencé aussi le stream sur Gaming Live. Parce que je suis pas seulement Pokémon Trash, j'ai aussi fait du Gaming Live. En fait, j'ai tout commencé en juin 2014, c'est ça qui est marrant. C'est que j'ai vraiment commencé à faire du stream et des vidéos sur Pokémon Trash au même moment. Et je me rappelle que je faisais les focus sur le focus, qui étaient des vidéos dégueulasses avec un son dégueulasse. Mais en gros, je créais une team et puis derrière, je la jouais. Et puis je montrais que j'arrivais à défoncer des très bons joueurs avec des Décéliandes distorsion, tu vois. Et notamment, sur le truc de Décéliande, j'avais battu le top player du moment avec Décéliande distorsion. Le mec avait le seum, je me rappelle très bien. Et du coup, les débuts, c'était un peu mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment aucune prétention. Et en fait, déjà sur Pokémon Trash, enfin moi je suis pas du tout un mec du montage, hein. J'avais jamais monté, j'avais juste fait un truc à la con sur World of Warcraft, sur eMovie, tu vois, avec le film de vacances de ton oncle Robert, tu vois, vraiment. Hein. Et j'avais aucune expérience là-dessus, et du coup je débutais complètement. Et en fait, les autres qui étaient pris, moi j'étais pris seulement parce que j'étais pote avec Laurent et que j'étais bon en strat. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient bien meilleures en montage. Il y avait Rémi, il y avait la team de la LGD, MTTP et SQSD, là, qui faisait des contenus hyper qualitatifs et tout. Et puis moi, je faisais des contenus moches. Ça
Ça me dérangeait pas trop, sauf quand il me tauntait. Mais c'est vrai que ça m'a donné envie d'essayer de progresser. Et petit à petit, je suis complètement... Moi, plus autodidacte au niveau montage, c'est difficile parce que je me regarde même pas des tutos sur le net. En fait, je découvre des trucs. Même là, je suis en train de monter une vidéo pour Pokémon Trash. J'ai encore redécouvert. Non mais attends, je viens de découvrir. Ah non, attends, vous allez vous foutre de ma gueule. Je viens de découvrir comment faire que tu fais un point et genre ton truc il suit le point. Ton média suit le point au lieu d'être fixe. Je viens de découvrir ça. Avant, je pouvais faire que des zooms et des dézooms. Et maintenant, j'ai compris la fonction où tu mets un point et tu dis ton image va sur ce point et du coup, tu mets un tracé sur le point. Voilà. Donc du coup, tu peux faire en sorte que ton truc fasse ça, tu vois. Mais avant, je savais pas faire ça. Et comment tu t'es professionnalisé ? Alors, le truc, c'est que moi, en fait, j'ai jamais voulu être youtubeur ou streamer. C'est des gens qui m'ont approché pour que je le fasse. Ça n'a jamais été un rêve pour moi. Moi, j'ai un master en urbanisme. Je voulais devenir urbaniste, tu vois. J'avais même un job à l'époque, j'étais animateur, donc c'était ça qui me permettait de gagner ma vie, pas du tout le stream. Et en fait, petit à petit, c'était vraiment tout petit au début. Et comme j'avais une toute petite communauté à l'époque, je me rappelle, j'étais trop fier parce que j'étais arrivé à 1000 abonnés en une semaine. Donc j'étais saucé, c'était énorme pour moi. C'était vraiment énorme. Mais, enfin, il y a assez peu de chaînes qui peuvent faire des démarrages comme ça parce que il faut être un minimum connu, quoi. Et je pensais pas que j'aurais autant d'impact. Et en fait, à l'époque, en France, des mecs qui faisaient des matchs commentés, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Volt, il y avait Sisa. Il y avait vite fait Azelma et je crois qu'il y avait Sycomore, mais c'était à peu près ça. Et moi, je pense que ce qui a plu, c'est que j'ai pas trop cette image de bisounours, si tu veux. Je suis un peu blasé parce que Pokémon, c'est pas mon jeu préféré. Pokémon, c'est même un jeu qu'objectivement, je trouve pas très bon. Honnêtement, hein. Moi, mes jeux, c'est plus les trucs genre Warcraft, les RPG, les RPG bien durs, genre Pillars of Eternity ou ce genre de trucs. Et du coup, Pokémon, c'est juste un délire d'enfant, mais c'est juste que je me suis retrouvé à être bon en stratégie. La stratégie, j'adore, hein. La stratégie Pokémon, je surkiffe, mais le jeu Pokémon, c'est de la blague, quoi. Et du coup, j'ai ce côté un peu blasé, un peu en mode, objectivement, je suis désolé, Pokémon, c'est pas un jeu ouf, quoi. Et désolé, hein. Et du coup, mais bon, les gens le savent que je pense ça. Et je voulais vraiment pas en faire ma vie. Et c'est juste, ça a pris du momentum. Et en fait, je suis parti au Canada pour essayer de trouver du taf, parce que je trouvais pas du taf en France. Je suis parti au Canada pour essayer de trouver un taf là-bas en urbanisme. Et en fait, je me suis pris refus sur refus. Et en fait, d'un côté, il y avait ce truc avec le monde du travail, tu sais, un peu à l'ancienne, où il te faut 3 ans d'expérience, où t'es un petit débutant, où t'es un petit naze, et où tu dois sucer les bites de tout le monde pour essayer d'être pris en mode « Oui, j'aime tellement votre entreprise, elle représente mes valeurs et tout, ma bite, mon cul ». Et de l'autre côté, il y avait ce petit truc sur YouTube qui me rapportait littéralement 50 € par mois, en comptant stream plus YouTube, et où les gens ils attendaient mes vidéos, ils étaient en mode ouais, j'aime ce que tu fais et tout, et du coup j'ai été complètement con, mais parfois ça paye. J'ai été complètement con, j'ai dit bon j'arrête de chercher du taf, je me donne 2 ans pour réussir à vivre de YouTube. J'avais 3000 abonnés, je gagnais 50 € par mois et j'avais 30 personnes sur mes lives. Et j'ai dit, vas-y, je fais ça, ouais. Ouais, ça me semble être une bonne idée dans ma vie, ouais. Bon, alors aujourd'hui, je vais te dire, ça a marché, c'était plutôt une bonne décision, mais je décourage les gens de le faire parce que bon, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. C'est énormément de chance, ces trucs. Comment tu gagnes ta vie sur YouTube ? Pour en vivre, ça m'a pris un peu plus d'1 an. Je me rappelle très très bien, le premier mois où j'ai commencé à pouvoir joindre les deux bouts, c'était en août 2016. Donc quand même 1 an et demi après la chaîne YouTube et surtout plus de 2 ans après que j'ai commencé. En août 2016, j'ai gagné 500 € sur YouTube et 200 € de dons. Et j'étais en mode, putain, j'ai gagné plus que ce que me coûte mon loyer. Et j'étais genre, ça va marcher. Et juste après, il y a eu
Il y a eu Pokémon Soleil et Lune et c'est là que ma chaîne a vraiment pris de l'ampleur. Mon business model, j'en ai vraiment pas. Je suis un peu un ado à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'optimise très très peu. Je veux pas faire de partenariat parce que ça me casse les couilles, je veux pas de network parce que ça me casse les couilles. C'est même pas une histoire de est-ce que je peux tirer. Il y en a beaucoup qui font pas en mode je voudrais gagner plus d'argent avec les partenariats. Moi c'est juste que juste leur répondre ça m'ennuie quoi. Je suis juste un ado dans le corps d'un mec de 30 ans qui veut juste faire de la strat et puis kiffer en fait. J'en ai tellement rien à foutre. J'aurais pu gagner facilement 2 fois plus d'argent que ce que j'ai gagné jusqu'à présent. Alors j'ai énormément de chance parce que j'ai une commu qui est tellement géniale. Je pense que j'ai une des meilleures commus de tout YouTube. Commu qui me soutient, qui me suit et tout. Alors, enfin, ce que je fais, c'est de la merde. Je me mets devant mon écran et je commente un match. Il n'y a pas de valeur. Enfin, la seule valeur ajoutée, c'est mon commentaire. Et je le trouve même pas si bien que ça. Moi, je réécoute mes vidéos, j'ai envie de vomir. Mais il y a des gens qui aiment. Et du coup, bah, je sais pas pourquoi. Et je sais toujours pas pourquoi. Et du coup, je me sens comme un énorme, comment dire, un imposteur, si tu veux. Du coup, c'est pour ça que je peux. Comment tu veux que je prenne la grosse tête si au fond je me dis, mais t'es complètement pas legit, mec. Donc du coup, voilà. Ouais, un peu, ouais. C'est pour ça que je suis gêné. Bon, moi, j'ai des gros problèmes avec recevoir de l'argent. Il y a eu des situations dans ma vie où j'ai préféré être vraiment dans la merde plutôt que demander de l'argent, ne serait-ce qu'à ma famille. Et c'est un peu pareil avec les dons. Alors, je sais que pour en vivre, je dois faire ça. Mais ça me gêne quand même, tu vois. Et je ne fake pas ma gêne en live. Et en plus, j'ai l'impression que ça m'empêche de faire des bons lives quand je reçois des dons. Donc, Tu peux nous parler un peu de ta journée type ? Je me réveille entre 10h et 11h parce que je suis un mec de la nuit, donc je me couche tard. Je prends mon brunch parce que je fais que 2 repas par jour. Je mange. Je me pose un peu jusqu'à 11h30 environ. Après, du coup, je fais ma session réseaux sociaux, donc répondre aux messages, voir quel tweet du jour je vais faire. Mes tweets sont souvent faits vers midi. J'essaye de faire un tweet marrant par jour et un post marrant sur Facebook par semaine. C'est le minimum que j'essaye de faire. Répondre aux gens et tout sur Discord, sur Facebook, parce que je reçois pas mal de messages et tout. Montrer un peu de vie sur Discord aussi pour que la commu soit contente parce qu'ils demandent que je vienne quand je viens pas. Et ça, en général, ça me prend 30-40 minutes tranquille. Il est midi. Là, c'est vraiment posé. Après, du coup, je fais ma vidéo du jour. Donc, ma vidéo du jour, la tournée, ça prend 30 minutes. Après le thumbnail, moi je suis un peu lent comme mec, j'essaye plusieurs thumbnails, donc ça me prend souvent plus de temps que faire la vidéo. Ça peut me prendre jusqu'à 1 heure de trouver la bonne minia. Parfois je reviens et je change. Ensuite c'est l'upload. Et au total, je pense, faire ma vidéo, ça me prend 1h30 par jour. Sachant que du coup là, il est genre 14h. Après je fais une petite pause, parce que je suis quelqu'un qui a du mal à me concentrer longtemps. Et puis ensuite à 15h, là je recommence à bosser. Je bosse sur des projets annexes. Tout ce qui est l'organisation des tournois, je gère le Discord, je refais un peu de réseaux sociaux. Là, c'est un peu la période un peu machin. Et ensuite, j'arrive vers 16h et là, du coup, il faut que je décide de quoi faire en live. Il faut que je fasse ma miniature pour mon live, donc on recommence un peu à zéro. Et ensuite, donc ça me reprend, allez... Ça peut prendre 15 minutes si j'ai une idée à fixer, comme 1 heure si j'ai vraiment pas d'idée. Donc je vais aller checker des replays, je vais aller checker le metagame du mois, je vais aller checker les forums pour voir ce qui se fait, je vais aller checker YouTube pour voir s'il n'y a pas un Américain qui a fait un format qui est intéressant de stratégie, hein, pas de format de vidéo. Hein. je suis pas Gad Elmaleh. Et ouais, non, mais c'est parce que c'est aujourd'hui, t'as vu. Et du coup, ensuite, je prévois mon live et puis à 18h, je fais mon live. Ou alors, si c'est le soir, je vais pouvoir jouer un peu aux jeux vidéo en fin d'après-midi et puis je fais mon live de 2h du coup le soir. Et après le live, 30 minutes pour refaire des réseaux sociaux et puis je finis. Overall, une journée de base me prend environ 5 heures de boulot. Donc je suis quand même beaucoup moins que la plupart des gens.
Sachant quand même que la grande différence, c'est que je bosse aussi le week-end. Donc le week-end, je continue à faire, c'est des journées moindres, mais c'est quand même du 3-4 heures. Et du coup, en fait, j'ai assez peu d'interruptions. Mais c'est vrai que c'est un métier génial, parce que quand tu arrives au stade où j'en suis, tu gagnes bien ta vie, et puis t'as moins de boulot à faire. Bon, après, c'est vrai que pendant 2 ans et demi, je faisais la même chose, mais en gagnant 100 balles par mois. Donc du coup, c'est sûr que maintenant, c'est plus facile. Mais voilà, donc ma journée est plus longue. Alors après, il y a des semaines qui sont beaucoup plus compliquées. Genre en ce moment, là, je suis en train de monter pour Pokémon Trash. Donc c'est plus des journées de 7 heures parce que je rajoute 2 heures de montage dans la journée. 1 heure, 2 heures de montage. Parce que moi, je suis très très lent pour monter. Genre, je monte en 20 heures, ce que un vrai monteur mettrait 5 heures à monter. Parce que mes vidéos restent assez basiques. Mais je suis très très lent et bon, voilà. Tu fais quoi d'autre à part ça? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors moi, je suis quelqu'un qui lit énormément. Là, on voit pas, mais dessous, là, il y a plein de bouquins sur 2 rangées. Hein. À chaque fois, c'est 2 rangées, là. Je lis beaucoup. Là, j'ai une bibliothèque de mangas. J'ai pas mal de bandes dessinées. Je vais toujours... là, si tu regardes dans le sac, là, il y a plein de BD, je crois. Parce que je suis allé à la bibliothèque. Je vais à la bibliothèque tout le temps pour emprunter des mangas, des BD, des comics, des romans et tout. Je lis énormément. Les gens le savent pas trop, mais je lis vraiment beaucoup. Genre 1-2 heures par jour, facile. Tous les soirs, je lis au moins 1 heure avant de m'endormir, presque. Et donc, je lis un peu de tout, je dévore en fait, je suis vraiment un dévoreur, notamment au niveau BD, comics et mangas, je lis tout ce qui me passe par la main. Dès qu'il y a une nouveauté, je la lis. Comme ça me permet d'élargir mes horizons, si tu veux. Pour les romans, je suis un peu plus difficile. J'aime beaucoup la fantasy, évidemment. Mais j'aime beaucoup la littérature russe, littérature japonaise, littérature de voyage aussi. J'aime beaucoup les récits d'aventure et tout, les récits de montagne. Là, je suis en train de découvrir un auteur là depuis 6 mois. C'est un auteur que tout le monde connaît, mais c'est Stephen King. Je savais pas que ce mec... Je savais que c'était des best-sellers, mais je savais pas qu'il faisait des trucs aussi ouf. Et ça m'a fait reprendre foi dans les États-Unis notamment, de me dire que leur auteur le plus vendu est un auteur qui est extrêmement stylé en fait. Ça, c'est pas la même chose que Da Vinci Code du Stephen King. Hein. C'est assez swag de lire du Stephen King. Je vous conseille de lire d'ailleurs, hein, si vous connaissez pas, La Tour Sombre, qui est pour moi, ça m'a complètement retourné le cerveau de lire ça. Ensuite sur YouTube, alors je consomme beaucoup de chaînes, alors beaucoup de chaînes américaines. J'ai la chance de bien parler anglais, donc du coup je regarde assez peu de youtubeurs francophones, faut quand même l'avouer. Je regarde Redemption, j'aime beaucoup son contenu stratégique. Mais après en youtubeur français, je t'avoue que je regarde de temps en temps genre Cyprien pour voir si c'est toujours aussi... Non mais attends, non... Ouais, ça va? Quoi? Ça va? Vas-y, dis-le. Bon, j'aime pas trop Cyprien Norman et tout, je trouve que c'est un peu du réchauffé. Il se balance un peu comme des pionniers du web, alors que Jamel faisait pareil il y a 30 ans, hein, mais bon. No offense. Hein. 20 ans plutôt. Mais voilà, sinon, niveau YouTube, moi j'adore, ma chaîne préférée c'est Kurzgesagt, qui est une chaîne scientifique. Après, j'ai commencé à découvrir des chaînes scientifiques françaises, notamment Lanterne Cosmique, que j'aime beaucoup. Balade Mentale aussi, qui est très sympa, qui font des vidéos très sympas. J'aime beaucoup ta chaîne, j'ai tout regardé, je trouve ça génial. J'aime beaucoup la synthwave en musique d'ailleurs, donc ça colle très très bien. Jeux vidéo, je suis très RPG, je suis très RPG. World of Warcraft, c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps de ma vie. Les RPG à pause active, genre Baldur's Gate, Neverwinter Night, Pillars of Eternity, c'est mon style de jeu préféré. Pokémon, c'est vraiment un ovni chez moi en fait, c'est le seul jeu du genre que j'aime. Moi sur ma Switch, je vais même pas acheter Mario, je déteste, j'aime pas Nintendo en fait, je suis vraiment pas proche de Nintendo. Il y a que Pokémon. Donc voilà, il y a un peu de Zelda, mais juste les Zelda Game Boy quoi, et puis j'avais 10 ans quoi. Et bon, enfin voilà. Niveau manga, beaucoup de mangas adultes, pas des seinen. Hein. Seinen c'est pour les ados adultes. Moi c'est plus Taniguchi ou ce genre de trucs maintenant, des romans graphiques plutôt, des romans graphiques. Mais j'aime beaucoup toujours encore certains seinen genre Berserk, Monster, ce genre de trucs. Je suis quelqu'un d'assez sportif.
Les gens le savent pas, hein, parce qu'en facecam, on dirait que les gens pensent que je suis petit et gros, mais en fait, ça va. Et en fait, ouais, je fais pas mal de sport. Je cours, je fais de la natation, je fais du vélo. En fait, j'aime bien le triathlon, notamment. J'avais fait le triathlon de Paris il y a 2 ans. Et puis, oui, bah, là, j'aime beaucoup le vélo. En fait, j'aime beaucoup le sport de déplacement, en fait. Moi, j'aime bien avoir un but. Genre, même quand je vais courir, je dis je vais là et je reviens. Et du coup, bah, j'y vais. Je dis, bah, je vais courir jusqu'à la Tour Eiffel, je vais courir jusqu'aux Invalides, puis j'y vais. Puis du coup, bah, ça fait une sorte de petit voyage. Et en vélo, j'aime beaucoup l'itinérance. Donc oui, j'ai fait beaucoup de vélo d'itinérance. Et puis là, l'année dernière, je suis allé de Paris jusqu'à la frontière chinoise. Et puis après, bah, on a sauté la Chine pour raisons diverses, mais on a fait le Japon à vélo, du coup. Ouais. Dans ton voyage, il y a un pays qui t'a marqué ? L'Ouzbékistan. Parce que t'as ce constat incroyable où tu t'en rends pas compte. Déjà, faut savoir, l'Ouzbékistan, là, même pour toi, même pour derrière la caméra, c'est un pays, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce qu'il y a, tu sais pas à quoi ça ressemble. C'est juste un pays en ce temps. En tout cas, si c'est la même chose que moi avant, c'est comme ça. C'est genre, t'es genre, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce pays ? Et moi, en fait, j'y suis allé et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui vivaient là-bas. Et en fait, tu te rends compte, c'est un désert avec des oasis. Les gens savent pas trop qu'en Asie centrale, il y a un énorme désert, en fait. Et en fait, il y a des gens qui vivent là. Et il y a même une ville incroyable qui s'appelle Samarcande, et les gens savent même pas que Samarcande, c'est là, quoi. Samarcande, c'était la capitale de l'Empire perse. C'est un truc incroyable. Va voir des photos sur Internet, c'est magnifique comme ville. C'est genre, tu sais, avec les mosquées, avec les tuiles bleues et violettes et vertes. C'est incroyable comme ville, incroyable. Et ce truc est en Ouzbékistan. Et en fait, t'as le dictateur de l'Ouzbékistan qui est mort en 2016, et son successeur, qui est un dictateur mais moins dictatorial, commence à ouvrir le pays. Et donc en fait, je faisais partie des premiers touristes à aller en Ouzbékistan, en fait, depuis l'ouverture du pays. Et c'est vraiment bizarre. Les mecs essayent de t'arnaquer en permanence, mais ça va sinon. Ils sont un peu filous, hein. Okay. Bon, en même temps, t'es un occidental, t'as plein d'argent, tu peux bien leur donner de l'argent. T'as rencontré des gens bien pendant ton voyage ? Ouais. Moins t'as d'argent, constat de base, moins tu possèdes de choses, plus t'es sympa. 100%. 100 000 putains de %. C'est genre, en France, personne m'aurait hébergé si j'étais dans la merde le soir, hein, je peux te l'assurer. Hein. Là, c'est genre, tout le monde s'arrêtait, les gens sur la route s'arrêtent, les gens dans les camions s'arrêtaient pour nous donner des bouteilles d'eau qu'ils avaient dans leur glacière. Bon, alors il y en a une qui m'a filé la chiasse parce que c'était de l'eau du robinet, mais je veux dire, l'idée était là, si tu veux. On s'est fait prendre en stop par un camion alors qu'on était dans l'énorme galère, dans un déluge et tout. Le mec nous a pris sans souci. Il s'est arrêté de lui-même. Genre, en Europe, laisse tomber, quoi. Personne fait ça pour toi. Et genre, je sais pas, ils sont gentils. C'est genre, c'est pas gentil en fait. En fait, c'est des pays où c'est tellement dur que si tu te serres pas les coudes, tu meurs, plus ou moins. Donc tout le monde se connaît dans les villages, tout le monde est très... Et dès que tu vas... C'est marrant parce que dès que tu vas dans les grandes villes, le phénomène disparaît. Y a plus. Et le Japon dans tout ça ? Bah, le Japon, c'était cool, c'était un peu le bonbon, tu vois. C'est un peu comme, tu vois, tu fais une semaine de jeûne, et puis derrière, tu te dis, putain, j'ai jeûné pendant une semaine, je vais me faire péter un bon gros KFC ou un bon gros japonais à volonté. C'était un peu ça, genre t'as de la bouffe partout, tu manges super bien, c'est urbain partout. Alors oui, parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui vont au Japon, ils restent à Tokyo et Kyoto, puis ils bougent un peu dans les zones un peu campagnardes et tout, mais en fait, c'est marrant parce que on n'est presque jamais sorti de la ville. Et d'ailleurs, un des trucs les plus marquants du voyage, c'est la plus grosse étape de vélo que j'ai jamais fait de ma vie, d'ailleurs, 166 km. On est rentré à Kobe, et on a fait 100 km de ville. 100 km, mais pas de banlieue, hein, de ville. De putain de ville. Genre de ville, avec des grandes rues, des centres commerciaux tous les 300 mètres. 100 km de ça. C'est pas une blague, hein. Incroyable. Kobe, Osaka, Kyoto.
C'était incroyable. On a fait 6 heures de vélo dans ce truc, quoi. Délirant. J'ai jamais vu un truc aussi ouf de ma vie, quoi. Genre, on était là et c'était genre, mais putain, mais à un moment, on va bien y avoir un bout de campagne. Non. Et même pas un bout de banlieue, c'était juste des grandes rues, quoi. Quels sont les bails maintenant? Ouais, je suis beaucoup plus posé. Sur YouTube, ça se voit moins. Parce qu'encore une fois, je te reparle du personnage Fieldrong. Je sais ce qui plaît à ma communauté, donc du coup, c'est pas non plus forcer le trait. Si tu veux, c'est un truc qui est là et qui revient naturellement dès que je me mets sur un écran. D'ailleurs, je me mets à faire le guignol dès que je suis devant un écran. Faut savoir d'ailleurs que quand je joue aux jeux vidéo tout seul, je parle maintenant. C'est terrible, mais bon. Et en fait, par contre, le mois normal, genre, je suis 4 fois plus zen qu'avant. Je m'énerve plus. Je suis quelqu'un qui a eu pas mal de soucis avec des accès de violence, genre de trucs, quand j'étais plus jeune. Et maintenant, j'ai même plus envie de m'énerver sur personne, quoi. T'as vu ça? Ah ouais. Namasté, hein, les gens, hein. Assagi, je sais pas. En fait, j'ai l'impression d'être devenu adulte. Voilà. Il serait temps, hein, j'ai presque 30 ans, encore une fois. Mais voilà, je crois que je suis devenu adulte avec ce voyage. Ça y est, je suis un grand garçon maintenant. Bon, enfin, je dis ça, hein, je fais des vidéos dans ma chambre. Ça t'a apporté quoi, YouTube? En bien, ça m'a apporté que pour la première fois de ma vie, j'étais heureux de gagner ma vie. Bon, non, quand j'étais animateur, c'était pareil, mais en fait, faut savoir que bon, j'ai beaucoup de problèmes de concentration. C'était pas dépisté quand j'étais jeune, aujourd'hui c'est dépisté, c'est les troubles de l'attention, là. À l'époque, moi j'étais juste catalogué dans les chiants qu'on doit emmener voir les psys, chez les psys. J'ai dû voir des psys quand j'étais à l'école et tout, parce que j'étais juste pas assez concentré. Moi j'avais mon jeu d'aimant et puis je jouais aux aimants dans la classe. Et genre, je me rappelle, j'ai encore un truc de terminale où je jouais avec mes aimants, si tu veux. Terminale, hein. Tu sais, c'est là où tout le monde fait le poseur en mode « Ouais, non, attends, moi je suis trop dark, je lis du Baudelaire à la bougie. » Moi non, je faisais des constructions avec mes aimants, si tu veux. Mais du coup, voilà, ça m'a apporté d'avoir un truc qui est assez adapté à ma façon de faire du taf, c'est-à-dire de pouvoir travailler par petites tranches, de pouvoir travailler quand je veux, d'être mon patron aussi. Moi, quand j'étais dans mes stages et tout, quand je bossais et tout, quand c'était pas avec les enfants, c'était... j'arrivais à travailler une demi-heure et après, il fallait que j'aille faire autre chose, quoi. Et du coup, bah, j'étais pas du tout bon. Dans le boulot en entreprise, c'est impossible pour moi. Ouais, impossible. Non, parce que même quand ça m'intéressait, je bossais pas, quoi, ou je bossais pas assez. Et en mauvais... J'aime pas trop je vais être honnête, hein, j'aime pas trop toute cette starification de YouTube. Moi, j'aimerais bien que... Parce qu'il y a des... Bon, alors, heureusement, ma commu est assez mature à ce niveau-là, donc... Mais il y a toujours les plus jeunes qui viennent te starifier et tout, en mode « Ouais, c'est toi le meilleur, et tout, et tout. » Moi, je veux juste être le bon pote qui a eu de la chance, quoi, si tu veux. Comment tu vis ton succès? Ça me fait chier un peu. Après, il y a des avantages, hein, il y a des avantages certains, évidemment. Quand t'es en rendez-vous avec une meuf et qu'il y a un mec qui te reconnaît dans la rue, t'es ultra saucé. Après, je suis pas non plus Cyprien, si tu veux. Je me fais reconnaître de temps en temps, mais bon, c'est régulier quand même. J'arrive à un stade où c'est régulier, c'est-à-dire ça m'arrive genre 2-3 fois par mois, quoi. Je suis pas une star, mais il y a des gens qui me reconnaissent, quoi. Et du coup, à ce stade-là, ça va. C'est gratifiant pour le moral, mais je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça un peu gênant. Encore aujourd'hui, quand il y a plus que un certain nombre de viewers sur mes lives, j'arrive pas à process, quoi. Ou même quand je dois commencer un live et qu'il y a 600 personnes en attente sur un let's play, je suis gêné, je suis genre putain, mais je suis timide, quoi. Ça m'intimide. T'as pas let's play du youtubeur? Non, parce que je suis très déconnecté de ça. Comme je te disais, je me donne, mes projets ne dépendent pas de YouTube. Genre là, si tu veux, j'ai mes projets pour les 5 ans à venir.
Je veux faire un grand road trip aux États-Unis. Je veux aller monter le point culminant de l'Antarctique, qui va me prendre beaucoup d'argent. Ça coûte 40 000 € de faire ça. Non, j'ai pas de spleen du youtubeur parce que YouTube reste pour moi c'est juste un kiff en fait. Un kiff qui me permet de gagner ma vie, mais en fait j'ai pas l'impression vraiment que ce soit un travail, même si c'est un travail. C'est pas. Moi j'ai l'impression encore d'être mon lado qui fait des vidéos. Enfin putain mec, une session de travail parfois pour moi c'est genre oh putain. Il faut que je travaille, je dois monter de 5 niveaux mes Pokémon sur la ROM hack, quoi. Comment tu peux te plaindre après ça, quoi, bordel de merde. Bon, alors après, comme j'aime pas trop Pokémon, ça me casse les couilles, mais tu peux pas te plaindre de jouer à Pokémon pour bosser, quoi. Et c'est quoi tes objectifs au final? Là, je veux stabiliser ma chaîne, c'est l'objectif de l'année. Et du coup, repartir sur un mode un peu plus agressif en termes de prise d'abonnés et tout, quand il y aura la prochaine génération. Parce que là, actuellement, en fait, on est dans la phase de hype minimale sur Pokémon, donc rien que se maintenir, c'est bien. Après, j'ai des projets de nouveaux types de vidéos. Notamment, je voudrais analyser stratégiquement les teams des grands champions de Pokémon. Je trouverais ça marrant. Genre, est-ce que la team de Giovanni serait forte en stratégie, si tu veux? C'est mon seul objectif, j'ai 2 objectifs sur YouTube. C'est de vivre de YouTube, ça c'est bon. Et de faire kiffer les gens et de leur donner envie de jouer en strat. Je vais pas plus loin que ça. J'ai pas d'objectif d'abonnés, j'ai pas d'objectif de machin. J'en mets parce que sinon les gens me cassent les couilles en mode c'est quoi ton objectif? Mais j'en ai rien à foutre. Moi, je suis arrivé à 50 000 abonnés, j'étais heureux dans ma vie. Enfin, je veux dire, ça veut rien dire. Les chiffres ne veulent rien dire. Il faut rencontrer les gens pour que tu te rendes compte. 165 000, c'est énorme. C'est complètement ingérable comme idée. Donc, personnellement, plus je me tiens loin de ça, mieux je me porte. Et comme ça m'évite de me la péter, tu vois. Parle-nous du prochain Pokémonstre. Moi, j'aimerais bien de l'open world. Mais bon, jamais t'auras ça sur Poké. J'aimerais que Nintendo comprenne que la commu Pokémon a grandi. Mais bon, Nintendo n'admettra jamais ça. Vous savez, Nintendo, c'est sans doute l'entreprise de jeux vidéo la plus papy. Hein. C'est genre, ils veulent rien tenter et tout, c'est assez difficile. Non, moi ce que j'aimerais, en vrai, j'aimerais beaucoup du matchmaking. Si tu me demandes un truc pour Pokémon 2019, je voudrais du matchmaking 6v6. S'ils font ça, la stratégie va exploser. Au niveau 6v6. Ils se rendent pas compte, ils veulent pas. Ce serait tellement facile à faire. Je veux dire, pourquoi tu peux faire que du 3v3 ou du 4v4 duo, quoi? C'est complètement stupide. C'est littéralement stupide. Il n'y a aucune raison de ne pas faire du 6v6. Le jeu Pokémon, c'est du 6v6. Quand t'arrives à la ligue, t'as ton équipe de 6 Poké et le champion, il a 6 Poké. Pourquoi t'as pas de matchmaking 6v6? Pourquoi t'as que du 3v3 de merde? Je ne sais pas. Il en faut. Ce serait tellement génial parce que ça nous permettrait de nous séparer un peu de Smogon. Ça permettrait d'avoir un nouveau méta parce que eux ils vont pas faire des banlists. Hein. Donc du coup, enfin si des banlists de type tous les fabuleux sont bannis, mais bon du coup ça veut rien dire en stratégie. Si les gens qui regardent ma chaîne le savent bien. Articodin est bien moins bon que Chapignon par exemple. Pourtant il y a 200 de base stats de différence. Mais voilà, il faudrait juste un truc comme ça. Où tu peux du coup créer un méta toi-même et tout intéressant en 6v6 quoi. Et en fait tu vois, là où je me dis que ça peut marcher, c'est que Pokémon Let's Go, il y a du matchmaking 6v6. À part ça, le jeu, je m'en bats les couilles, mec. Le jeu, moi, je le fais en live, c'est rigolo. Les gens, ils aiment me regarder parce que je dis que c'est je le dis que c'est chiant. Je zappe tous les dialogues parce que je dis c'est chiant. Je zappe les combats, je suis un mec, voilà, encore une fois, j'ai 30 ans, j'appelle mon rival du cul. Ou Anus, bon, voilà. Oui, il y a un côté un peu relou que certaines personnes aiment bien, mais
Mais enfin, moi, Pokémon, putain, tu me mets un scénario un vrai scénario dans Pokémon, mais je fais dans mon pantalon, quoi. Mais j'en ai marre. Putain, enfin, quand même, les gens disent que Noir et Blanc 2, il y avait un bon scénario, mais faut arrêter, quoi. Mais tous les scénarios de Pokémon sont nuls. C'est pas compliqué, quand même. Même Noir et Blanc 2, les gens, ils sont en liesse parce que dans Noir et Blanc 2, il y a un anti-héros. Oh non, mais attends, c'est incroyable, il y a un anti-héros. Mec, dans Super Mario, dans Yoshi Woolly World, il y a un anti-héros, je crois. Non, mais c'est vrai, putain. Cassez pas les couilles avec Noir et Blanc 2. Tous les scénarios de tous les Pokémon sont nuls. Surtout Pokémon Donjon Mystère. Arrêtez de casser les couilles avec ça. Bon, attends, parce que du coup, là, les gens vont se désabonner et tout. Mais voilà, non, mais c'est un peu un cri du cœur. Oui, la bise sur vos mères.